Pourquoi le conclave? Depuis le premier évêque de Rome, Pierre, jusqu'au XIe siècle, le processus d'élection du pape est très peu connu et absent de la Bible. Le premier manuscrit qu'il évoque est le Didaché, la doctrine des apôtres datant du 1er ou 2e siècle. Il est notamment écrit que l'évêque doit être digne du Seigneur, homme plein de douceur, détaché de l'argent, véridique et éprouvé. Comprendre par là que son comportement doit être reconnu publiquement comme pieux, honnête et exemplaire. Les premiers papes ont probablement été désignés directement par leurs prédécesseurs. La tradition voudrait que l'un, Anaclète et Clément Ier, les 3 papes succédant à Pierre, aient été choisis par l'apôtre lui-même. Mais le concile d'Antioche de 341 l'interdira. À la fin du 5e siècle, un concile se tenant à Rome précisera que l'élection du pape doit se tenir in unum totius, c'est-à-dire à l'unanimité ou à la majorité des voix du clergé. Malgré tout, l'empereur dispose du pouvoir d'approbation. La règle sera respectée jusqu'en 530, date à laquelle Félix IV désigna son successeur Boniface II qui tenta de réinstaurer le choix du pape par son prédécesseur. Alors que l'ensemble des laïcs pouvaient être désignés évêques de Rome, le concile de Rome de 769 instaura que la charge papale ne soit attribuée qu'à un prêtre ou à un diacre. 3 siècles plus tard, Étienne II mettra fin par la bulle pontificale In Nomine Domini à l'approbation impériale et définira que seuls les cardinaux évêques seront éligibles. Le 3e concile de Latran précisera en 1179, dans le premier canon, que l'élection du pape se fait à la majorité des 2/3 des voix des cardinaux électeurs. L'élection pontificale de 1268, qui durera près de 3 ans, sera à l'origine du conclave. Les cardinaux, qui après 2 ans et 9 mois ne s'étaient pas mis d'accord sur une nomination, sont enfermés par les habitants de Viterbe, le lieu du vote. Pour accroître l'inconfort, ils n'étaient nourris que d'eau et de pain, et le toit du palais avait été démonté. Ainsi, un accord fut rapidement trouvé. Un comité de 6 personnes élirent finalement le pape Grégoire X, qui promulguera 3 ans plus tard, lors du 2e concile de Lyon, la bulle Ubi Periculum, qui désignera le conclave, du latin cum clavis, fermé à clé, comme le processus d'élection du pape. Il précisera également qu'au bout de 5 jours, les cardinaux seraient nourris de pain et d'eau. Cette procédure est dotée d'un autre avantage. Coupés du monde extérieur, les cardinaux ne peuvent être influencés par des diplomates. Les puissances séculières ne peuvent plus s'immiscer dans les débats. Une fois l'élection terminée, les cardinaux sont soumis au secret du scrutin, sous peine de late sententiae, c'est-à-dire d'excommunication. L'élection suivante, celle d'Innocent V, s'effectuera en un seul jour. Adrien V suspendra le conclave à la fin du XIIIe siècle et Jean XXI l'interdira avant que Célestin V ne rétablisse la Constitution en 1294. Le conclave instauré par Grégoire X et le vote des cardinaux définis lors du 3e concile de Latran sont aujourd'hui toujours de vigueur. Des ajouts ont toutefois été faits. La constitution apostolique de Paul VI, le Romano Pontifici Eligendo, limitera le nombre de cardinaux électeurs à 120 et réservera le droit de vote aux cardinaux de moins de 80 ans, expliquant que les conditions difficiles du conclave ne permettent pas aux plus âgés d'y participer. La constitution Universi Dominici Gregis de Jean-Paul II apportera d'autres précisions. Le scrutin doit être secret et l'élection peut se faire à la majorité de voix dans certains cas. Sera élu et jouira ipso facto de toutes les facultés liées à la charge celui qui aura obtenu la majorité des suffrages. Règle qui sera abolie par Benoît XVI qui reviendra à la majorité des 2/3, instituée par le 3e concile de Latran. Pourquoi le conclave? Maintenant vous savez tout.